voudrais donc vous souhaiter la bienvenue. Bienvenue aux Nations Unies, pour les Nations Unies. Et voilà, je peux dire de manière informelle d'abord que nous avons eu vraiment une réception fantastique hier soir. Et je suis rentrée déjà de cette réception et en me disant que ça allait vraiment être des journées tout à fait passionnantes, car nous avons eu déjà des discussions très intéressantes hier soir, et il y avait déjà des discussions vraiment intéressantes, et nous allons avoir maintenant la conférence proprement dite, la conférence officielle qui va démarrer maintenant. Et donc, nous devons bien sûr nous adresser à vous avec tout le respect que nous vous devons. Donc, je commence en disant, Excellence, je souhaiterais vous souhaiter la bienvenue ici. Je m'appelle Stéphane Feller et il y a également Anne-Marie ici qui est donc aux Nations Unies et qui est consultante et nous allons vous animer cette matinée aujourd'hui. Et je voulais vraiment indiquer que je suis, dans un premier temps, tout à fait ravie de passer la parole donc au secrétaire d'État auprès du ministère des Affaires étrangères qui va s'adresser à vous ici aujourd'hui. Madame la secrétaire générale adjointe, Excellence, Monsieur Titov, Monsieur Ola, mes chers hôtes, mes chers collègues, je suis très heureux de pouvoir vous accueillir ici au ministère allemand des Affaires étrangères et je suis très heureux qu'on ait pu organiser un tel événement, une telle manifestation, car nous pensons que ces opérations de maintien de la paix sont extrêmement importantes et la division police, donc pour le maintien de la paix, représente vraiment un élément fondamental. Et pour souligner notre engagement et l'engagement de l'ensemble du gouvernement allemand, il y aura deux ministres, le ministre des Affaires étrangères allemand et le ministre de l'Intérieur qui s'adresseront à vous aujourd'hui. Et d'abord, je voulais remercier chaleureusement les Nations Unies de s'être engagées. Également, je remercie notre ministère de l'Intérieur. Nous avons une sorte de joint venture ici pour l'organisation de cette manifestation. Bien sûr, chers collègues, votre façon de réagir montre bien l'importance des forces de police pour maintenir la paix. Nous avons plus de 200 participants ici venant de différents continents et lorsque j'ai commencé à préparer la réunion, je pensais que ce serait une centaine de personnes. Maintenant, nous avons 200 personnes qui viennent de plus d'une centaine de pays, de toutes les parties à travers le monde, donc différents personnels qui apparaissent ici. Et donc, nous avons des représentants des différents pays, des différentes organisations internationales venus de différentes parties du monde. C'est vraiment bien un signe qui montre l'importance des forces de police pour le maintien de la paix. Et nous avons maintenant donc également quelques 14 000 fonctionnaires de police qui sont à l'heure actuelle déployés. Ça représente à peu près 15% du personnel en uniforme sur le terrain. Chers collègues, il est facile d'effectuer l'analyse ici. On a vraiment donc affaire à une lacune vraiment en matière de déploiement des forces. Il est important d'avoir les capacités correspondantes pour permettre aux Nations Unies de contribuer au développement, à la formation de capacités civiles sur le terrain. Et cette
conférence va permettre justement d'analyser le maintien de la paix dans différentes perspectives. Mais ça aura certainement également une approche très pragmatique pour voir quels sont les instruments disponibles pour qu'ils soient plus efficaces. Car à une période où nous avons des ressources assez rares, la question de l'efficacité, de l'efficience est vraiment très importante. Donc, nous allons attirer votre attention justement sur notamment, par exemple, la session numéro 8 avec un aspect pratique pour savoir donc s'il est possible, par exemple, pour un groupe de différents pays donc de se retrouver aux Nations Unies pour faire avancer ces idées. Nous savons que nous avons vraiment beaucoup d'amis aux Nations Unies, mais former un groupe d'amis qui apporte vraiment une contribution valable, car cela crée en même temps un sens de l'intérêt commun parmi les membres. Des groupes d'amis donc qui se porteraient sur des questions pratiques de manière souple et donc sur le court terme en même temps. On a à ce moment-là donc la possibilité de se rencontrer à New York, mais il y a aussi la possibilité de se rencontrer donc avec les différents représentants des capitales. Donc créer de tels groupes d'amis, cela paraît très intéressant. Si vous souhaitez le faire, eh bien faites-nous signe et soyez sûrs que vous aurez le soutien du gouvernement allemand pour le faire. Eh bien, maintenant, je demande aux représentants du ministère allemand de l'Intérieur de prendre la parole. Merci de votre attention. Monsieur le secrétaire général, Madame la secrétaire générale allemande, Excellences, Messieurs les secrétaires généraux, Monsieur Titov, Monsieur Murray, Mesdames et Messieurs, chers collègues, chers amis, merci à Monsieur Steinberg. Ça nous donne vraiment matière à réflexion. Ça donne vraiment donc déjà un projet pour cette conférence et je suis sûr que ce ne sera pas seulement une manifestation politique d'un seul jour, mais je pense que ce sera au contraire donc un travail consacré à la paix qui va se poursuivre, car nous sommes tous donc impliqués pour le maintien de la paix. Alors, comme on l'a dit précédemment, lorsque nous avons envisagé la participation à cette conférence, nous ne savions pas exactement combien de personnes seraient là. Et maintenant, nous avons la présence, l'expertise de plus de 200 participants venus d'une centaine de pays. Et nous avons donc des représentants des Nations Unies, de l'Union africaine, de l'Union européenne, également donc des pays asiatiques, du sud-est asiatique, des universités, de la recherche universitaire, des instituts de recherche, des organisations gouvernementales et également des amis de longue date, des experts en matière de police qui ont contribué à former un réseau. Donc, ce sont des experts en matière de police, mais aussi de maintien de la paix. Et ce n'est pas à la police seule, naturellement, d'assumer ces tâches, mais notamment la police. Et je dois dire que l'Allemagne s'est fortement engagée pour réaliser donc cette conférence. Et il y aura son Excellence, Monsieur le ministre Westerwelle, qui va venir nous rejoindre à 11 heures et qui pourra donc prononcer un discours. Il y aura également Monsieur le ministre de l'Intérieur, Monsieur Friedrich, qui participera aux conclusions demain après-midi. Mais nous avons, à côté de cette partie allemande, avant tout, surtout, donc les Nations Unies, la présence des Nations Unies. Et je voulais donc présenter
écouté donc la délégation venue des Nations Unies, du quartier général et aussi donc du terrain qui sont venus ici pour participer, pour discuter ici et qui sont donc sous la direction de la sous-secrétaire générale Haag, qui pourra venir également et participer ici à la première session de la matinée. Donc, nous veillerons à être ponctuels pour permettre cette participation. Mais avant tout, nous vous souhaitons la bienvenue et nous vous passons la parole donc pour un premier discours de bienvenue. Excellences, Monsieur le directeur général des affaires étrangères, Excellence, le docteur Westerwelle viendra nous rejoindre plus tard, mais messieurs les commissaires, mes chers collègues des Nations Unies, Excellences, chers représentants, Mesdames et Messieurs, mes chers collègues, nous vous souhaitons une très chaleureuse et bienvenue à vous tous à l'occasion de cette conférence de haut niveau sur le maintien de la paix à l'échelon international au XXIe siècle. Dès le départ, permettez-moi d'exprimer tous mes remerciements à Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Monsieur Westerwelle, et à nos hôtes allemands pour leur hospitalité qui se sont chargés donc d'organiser cet événement. Je voulais vous remercier tous. Nous avons déjà entendu les chiffres ce matin, le passage d'une centaine à 200 participants, et nous sommes très heureux de pouvoir être présents ici aujourd'hui. Au quotidien, souvent, nous avons affaire donc à des officiers de police qui doivent, par exemple, garantir l'ordre dans un match de foot, ou bien qui règlent le trafic, la circulation, ou bien qui font des contrôles dans les rues et qui s'efforcent donc de maintenir un environnement sûr. Les expériences des opérations de police dans un environnement conflictuel, ces expériences sont tout à fait différentes. Il s'agit de quelque chose de tout à fait différent. Souvent, il n'y a pas à ce moment-là de police sur place, il n'y a pas de plan d'urgence qui fonctionne, il n'y a pas de commissariat de police vers lequel on puisse se tourner pour déposer une plainte. Et ce sont donc des circonstances tout à fait spéciales où les Nations Unies envoient des officiers de police de plus de 90 pays où on leur demande donc de venir aider et souvent donc ils viennent par exemple au Timor où les forces des Nations Unies sont envoyées par exemple pour restaurer la loi et l'ordre et pour renforcer les capacités de police sur place suite à une crise en 2006 par exemple où par exemple les forces de police sur place avaient été désintégrées et où on avait affaire à des unités de police locales. Et en fait, on se retrouvait face à une situation très volatile et donc il y avait un désordre face aux forces de police sur place. À ce moment-là, les Nations Unies avaient le mandat de mettre en place de faire valoir le droit et l'ordre de manière intérimaire
sur place, grâce au travail dévoué qui a été fait par tous les fonctionnaires de police qui se trouvaient aux côtés donc des policiers locaux sur place. On a pu faire face à la crise et la situation en matière de sécurité s'est améliorée lorsque moi-même je suis arrivée donc au Timor-Est à la fin du mois de juin. Peu à peu, donc, la situation a été rétablie, a été prise en main par la police locale. Il y a eu différents districts, donc, qui ont été organisés sur place et les responsables sur place ont joué un rôle, bien sûr, aussi pour réduire les tensions politiques peu à peu et améliorer la situation en matière de sécurité. En mars 2011, les responsabilités de la police ont été confiés totalement donc aux différents districts et pour ma part, je dois dire pour ma carrière aux Nations Unies, ça a été vraiment une satisfaction de voir ce déplacement, donc de voir cette possibilité de formation de capacité de police nationale. Et je crois que l'une des contributions les plus importantes que puissent faire donc les Nations Unies, par exemple l'Est du Timor, et dans d'autres pays où il y a des situations post-conflictuelles, c'est d'avoir donc des officiers de police qui puissent effectuer un transfert de compétences et de connaissances en direction de la police nationale. Et pour la première fois dans les opérations de maintien de la paix aux Nations Unies, il y a eu également donc des consultants civils pour la police de manière à développer les capacités nationales dans des domaines spécialisés en complément des efforts faits par les officiers de police des Nations Unies. Mesdames et messieurs, les officiers de police des Nations Unies sont au service du maintien de la paix avec dévouement, avec fierté, surtout donc dans des missions vraiment très ambitieuses à travers le monde. Ils doivent effectuer des tâches de plus en plus complexes, ceci allant donc depuis l'arrêt de criminels jusqu'à l'assistance donnée pour avoir des réformes de l'ensemble des services de police. Et ils doivent apporter un soutien aux institutions nationales de sécurité. Il s'agit de mettre en place des plans de sécurité et d'assurer donc l'entraînement, la formation et l'accompagnement des forces nationales. À l'heure actuelle, plus de 13 500 officiers de police sont dans 12 régions de maintien de la paix et dans 7 opérations spéciales et avec une augmentation majeure donc de 2400 par rapport à 2009. Or, cette augmentation des effectifs signifie que dans beaucoup trop d'endroits à travers le monde, l'ordre public n'a pas pu être maintenu par les forces nationales. En même temps, je pense que ceci reflète aussi l'avantage comparatif de la police dont bénéficie la police des Nations Unies avec une légitimité et le fait que l'on reconnaît qu'il s'agit donc d'un partenaire impartial pour les pays hôtes. Comme on a cette expansion du chiffre d'officiers de police aux Nations Unies et que les tâches se multiplient, nous devons apporter notre soutien sur le terrain aux hommes et femmes qui y sont placés. C'est très important car il s'agit vraiment d'une forte responsabilité de veiller à ce que nos missions soient bien équipées pour pouvoir donc fournir leurs prestations dans tous les aspects indispensables pour la tâche des policiers. Mesdames et messieurs, le secrétaire général, M. Ban Ki-moon, a déterminé les priorités pour les années à venir pour avoir un monde plus sûr, pour avoir une innovation et pour, en se reportant surtout sur notre cœur d'activité. Le secrétaire général
à veiller à ce qu'il y ait donc un partenariat renforcé avec les pays membres. À mon avis, donc, ce partenariat entre les Nations Unies et les pays membres doit aider à apporter une aide à la police des Nations Unies. Et pour ce faire, il faudrait tenir compte des éléments suivants. Premièrement, avoir donc une guidance, des lignes directrices stratégiques claires, car nous travaillons durement pour nous attaquer justement à ces problèmes de doctrine et à toutes les lacunes qui interviennent au niveau stratégique. On en a parlé donc auprès du Conseil de sécurité en ce qui concerne par exemple les capacités civiles. La police, la division de police qui est représentée ici donc par Monsieur Titov par exemple, est en train de développer un cadre avec des lignes directrices pour standardiser les opérations de police et de maintien de la paix, pour être plus cohérent et avoir une approche standardisée par rapport à la sécurité publique, la réforme de la police et le soutien à apporter aux polices nationales dans les États. Deuxième élément, c'est d'avoir donc des services de police plus diversifiés, car nous avons besoin de qualité et nous avons besoin de police qui ait des aptitudes spécialisées. Cet après-midi, nous allons parler de ces nouveaux modèles de déploiement très novateurs où l'on peut donc avoir les pays qui soient aux côtés de ces forces de police pour faire par exemple des enquêtes en ce qui concerne certains types de crimes, par exemple le crime organisé ou les crimes sexuels. Nous avons besoin d'avoir davantage de planification, d'avoir également des possibilités d'analyse, des renseignements sur les criminels, d'avoir des experts en gestion de l'ordre public, des fonctionnaires qui parlent le français et des responsables de la police. Après une décennie d'expérience sur le terrain et dans le travail dans différentes missions et dans différentes agences, je suis d'avis que nous avons besoin de davantage d'entraîneurs, de formateurs et de gens qui aient de l'expérience en matière de formation, de développement de capacités. Il y a également Monsieur Orla Anne-Marie Orla qui va s'efforcer d'attirer davantage de femmes pour ces services. Il y a à l'heure actuelle donc 9,9% de femmes donc parmi les services des Nations Unies. Nous voudrions doubler cette proportion et passer au moins à 20% d'ici 2014. Le déploiement de forces de police féminines a un impact très important. Par exemple, dans les pays comme au Timor où il y avait une violence domestique très importante, les femmes dont on a abusé ont plus de confiance et peuvent davantage déposer plainte lorsqu'elles peuvent s'adresser à des femmes, et lorsqu'elles peuvent être encadrées par des officiers de police féminins. Au Libéria, nous avons des unités de police féminines et nous avons vu également donc ces retombées positives dans les cas donc d'abus sexuels par exemple. Je ne peux que lancer un appel à tous les pays membres pour qu'ils délèguent davantage d'officiers de police femmes. Un troisième élément, c'est plus simple, c'est d'avoir donc des services de police qui se déploient plus rapidement avec les opérations de maintien de la paix. Notre département opère pour appliquer la stratégie adoptée et pour avoir donc une approche modulaire. Il y a donc des possibilités de soutien logistique qui peuvent être déployées rapidement sur le terrain et en fait, il faut avoir donc des stations
station de police ou bien un centre de commande et de contrôle qui puisse donc considérer la situation de manière similaire dans les différents cas de conflit. On aurait à ce moment-là une approche modulaire qui donnerait une certaine prédictibilité aux opérations de police et qui nous permettrait d'assurer la sécurité du personnel, de répondre aux exigences et de maximiser, d'optimiser l'efficacité. Les capacités de police permanentes, par exemple au centre de Brindisi, s'efforcent de combler ces lacunes et permet d'avoir de nouvelles missions ou de faire face justement aux exigences pour la police. Un quatrième élément, c'est de renforcer la coopération internationale avec les organisations régionales, car nous voudrions coopérer avec Interpol, avec les organisations régionales et les institutions de développement, ainsi que d'autres acteurs dans le domaine donc de la police pour le maintien de la paix, pour avoir une planification conjuguée pour une mise en œuvre commune et pour des financements communs. Ainsi, nous pourrions renforcer mutuellement notre travail et fournir plus. Le secrétaire général Titov va revenir sur ce point plus tard. Enfin, la police, le maintien de la paix et la police des Nations Unies ont besoin naturellement d'une aide, d'une assistance forte dans vos différentes capitales. Et nous avons besoin d'alliances internationales pour veiller à ce que nous trouvions des financements adéquats et les ressources humaines pour faire face aux différents challenges et aux différents défis dont je viens de parler. Mes chers collègues, il reste encore beaucoup à faire pour que la police des Nations Unies ait tout ce dont elle a besoin pour pouvoir fournir vraiment tout ce qu'on lui demande et pour pouvoir faire face aux différents mandats qui lui sont confiés. Nous avons besoin de davantage d'officiers de police avec des aptitudes très spécifiques pour fournir ces compétences ensuite aux forces de police sur le terrain. Nous avons besoin de davantage de fonctionnaires de police féminines. Nous avons besoin d'avoir donc un pool de pays qui fournissent ces officiers de police. Et nous avons besoin de votre aide, de votre assistance pour que la police des Nations Unies puisse continuer à assurer le maintien de la paix selon les décisions prises dans vos différents pays. Permettez-moi donc de remercier encore une fois le gouvernement allemand pour sa contribution, la contribution apportée par les officiers de police qui sont au service des forces de police des Nations Unies. Et je souhaite donc que cette conférence soit couronnée de succès. Et je peux vous dire que le secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, apporte beaucoup d'importance également à cette conférence et nous allons maintenant pouvoir regarder son message. Je vous remercie. His Excellency Votre Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Monsieur Guy Stovelle, membres du gouvernement et membres des organisations intergouvernementales, experts dans le domaine de la sécurité et de la paix, Vos Excellences, Mesdames et Messieurs. Je remercie l'Allemagne d'avoir voulu organiser cette conférence et je remercie tous les participants qui sont venus se rassembler pour discuter de ce problème si important. La police des Nations Unies travaille dans les environnements les plus durs au monde. Ils appellent les communautés, ils apportent la stabilité, ils apportent la confiance. J'ai vu un grand nombre de femmes et d'hommes qui ont été capables de rétablir l'ordre et de faire ainsi, de préparer la voie pour rétablir la paix. 13 500 officiers de police de 90 pays sont en ce moment dans des missions des Nations Unies dans le monde un peu partout. Leur chiffre n'a cessé d'augmenter et notre responsabilité a aussi augmenté avec, car ces forces de police sont toujours soumises à des menaces et elles forment les officiers de police pour qu'ils puissent faire leur mission dans la société.
Dans le cadre de maintien de la paix, cette mission représente une référence internationale et j'apprécie l'aide de tous les États membres, mais nous avons besoin de plus d'aide. Nous avons besoin de plus de femmes policières, car elles sont plus capables de gagner la confiance des femmes du pays. Et si nous pouvons avoir plus de femmes dans les forces de police, nous pouvons ainsi réduire le nombre de crimes. Donc j'espère compter sur vous pour toute votre aide pour relever le défi du maintien de la paix à l'aube du XXIe siècle. Merci. Merci. Monsieur le sous-secrétaire général, Monsieur Hack. Merci, Votre Excellence, secrétaire général Ban Ki-moon. Si vous me connaissez, vous savez qu'en général, je prépare un discours, mais qu'en général, je ne me tiens pas au discours que j'ai préparé. Effectivement, il y a un point qui ne figure pas dans le discours que j'ai préparé, mais qui me tient à cœur et que je vais commencer par mon introduction. Mais ce n'était pas mon idée, en fait. L'idée, lorsqu'elle est née, j'étais en train de discuter les questions de genre, des questions concernant les hommes, les forces de police féminines, et je discutais avec Anne-Marie Horler, qui est donc une co-organisatrice de cette conférence. Mais c'est une idée qui n'est pas née d'une discussion entre deux ministres ou par un secrétaire général. Non, ce sont ceux qui sont dans cette pièce et autour, qui viennent du quartier général de New York, qui travaillent également dans les forces de police. C'est une idée qui vient également des fonctionnaires, des diplomates, dans le ministère des Affaires étrangères et des Affaires du ministre des Affaires étrangères et du ministère de l'Intérieur qui, il y a quelques mois, m'ont demandé si je voulais participer à cette activité. Car c'est un problème auquel on doit être extrêmement dévoué et dédié, et la preuve en est donnée par l'engagement à travers toute la hiérarchie et la volonté de participer à cet effort de les leaders des Nations Unies et de la République fédérale d'Allemagne. Et ainsi, on peut voir quelle volonté de réagir à cette idée. Elle a été adoptée de manière enthousiaste par toutes ces personnes qui veulent apporter leur pierre à l'édifice, qui veulent faire ce qu'elles peuvent faire pour relever ce défi. Donc, elles ont toujours dit, nous aussi, nous avons notre mot à dire. Donc, les experts, les membres des forces de police qui sont ici présents ont tous quelque chose à dire. Et pour moi, c'est un honneur et c'est un plaisir de représenter ceux qui sont ici dans cette salle, mais qui sont aussi dans le reste du monde, un peu partout, pour assurer la paix. Donc, je suis très, très honoré et je suis très heureux d'avoir la possibilité d'apporter cette contribution à cet effort si louable. Donc, je dois dire que nous sommes presque à l'heure, donc nous avons seulement 10 minutes de retard, donc je peux vous demander encore un petit peu de patience pour quelques informations techniques, disons, ou d'intendance. D'abord, j'espère que la traduction simultanée fonctionne, puisque nous avons nos interprètes qui sont dans cette salle, qui sont dans les cabines au-dessus de la salle, qui permettent donc que nous ayons la traduction simultanée en anglais, en allemand, en français et en espagnol. Et j'espère que nous serons assez disciplinés pour leur faciliter la tâche, en parlant assez lentement, en faisant des pauses et en leur permettant de faire leur travail correctement, parce qu'eux aussi veulent apporter leur contribution pour que vous suiviez très bien les débats. Donc, je demande à tout le monde d'être concis, d'être précis, d'être pas trop rapide dans son flot de parole. Et donc ça, c'est une première recommandation. Et puis, si nous avons remis toutes les réjouissances à la fin de la journée, ça a une bonne raison. Donc,
Deuxième point important, vous avez un dossier de bienvenue sur la table qui comprend d'abord l'ordre du jour, le dernier ordre du jour mis à jour, et puis d'autres informations dont nous espérons qu'elles vous seront utiles. En effet, nous avons préparé une liste que nous allons faire circuler. Mes collègues vont vous apporter cette liste pendant ces 2 journées afin que nous vérifions que votre adresse email est bien correcte, car cette conférence est enregistrée sur vidéo. Ça fera donc l'objet d'une documentation qui sera envoyée évidemment aux Nations Unies, mais nous souhaitons aussi que vous obteniez toute cette documentation. Voilà pourquoi nous avons besoin de votre adresse email. Ça passera évidemment par les voies officielles et hiérarchiques, mais si jamais quelque chose se perdait en route, nous voulons vraiment nous assurer que vous l'obteniez parce que vous le méritez absolument. Voilà pourquoi nous voulons vous faire avoir cette documentation directement, parce que vous êtes les gens les plus importants ici dans cette salle. Donc, j'espère que nous allons, avec le programme, bien cadrer vos préoccupations et qu'ensuite, il y aura aussi la possibilité de se détendre parce que nous avons aussi des parties du programme pour la détente, comme par exemple la promenade en bateau sur la Spree. Donc, nous espérons que vous serez nombreux à participer. Et nous avons donc une charge importante. Il y a tous les animateurs, les modérateurs, les présentateurs, les membres des panels, ceux qui vont faire des conférences. Et à tous ceux, je lance un appel. Je leur demande de rester concis, de ne pas donner trop d'explications, mais véritablement de se concentrer sur le sujet qui leur a été imparti afin de réserver autant de place et de temps que possible pour les discussions. Parce qu'il y a aussi des moments de discussion qui ont été prévus dans l'ordre du jour. Donc, nous allons essayer de respecter le temps, de respecter le programme et les horaires pour permettre justement ces échanges et cette discussion. Je dois vous dire que le mois d'octobre à Berlin est véritablement un mois où on se concentre beaucoup sur les questions de maintien de l'ordre, parce qu'on commence par cette fameuse conférence où nous sommes, mais il y en a 3, parce que au début de la semaine prochaine, il y aura l'atelier sur le forum des défis, le Challenges Forum, qui va se pencher sur l'horizon 2025, à quoi ressemblera le maintien de la paix en 2025, quels seront les défis, comment devons-nous nous adapter à ces défis, comment nous développer pour adapter, pour être à la hauteur de cette tâche. Et je suis certain que ce résultat d'un tel forum pourront être très intéressants. Et également, les résultats que nous obtiendrons ici à notre conférence seront un input et un entrant dans cet autre forum. Et puis à la fin, un peu plus tard, il y a le centre allemand pour les maintiens de la paix internationale, dont le représentant est ici même, dans la salle, avec une délégation importante de policiers, d'experts militaires et des Nations Unies qui vont discuter sur toutes les questions du maintien de la paix sous son aspect policier, mais aussi son aspect militaire. Donc, il y a plusieurs conférences de suite, à la suite l'une de l'autre, qui s'occupent de cette question de maintien de la paix. Et tout ce que vous avez ici nous dire sera retenu dans les autres forums. Donc, ici, vous avez l'occasion de faire entendre votre voix. Vous avez la possibilité d'apporter cette division, ce département de la police, Anne-Marie, donc, le secrétaire général Titov, et le sous-secrétaire général, M. Hack, pour les aider à réussir dans cette tâche de maintien de la paix à notre époque. Donc, Anne-Marie, je vais maintenant vous laisser la parole. Je vais descendre de ce podium pour vous permettre d'y prendre place vous-même, parce que maintenant, nous devons vraiment rentrer dans le vif du sujet et nous mettre au travail. Merci. Monsieur le commissaire Feller, Excellences, Mesdames, Messieurs, bonjour à tous.
Vous avez déjà entendu parler de moi. Je suis donc la conseillère de la police pour les Nations Unies. Mais avant, j'étais en Suède, commissionnaire d'un comté, et j'ai travaillé plus de 20 ans dans la police suédoise. Donc, je vous salue tous avec beaucoup de chaleur et avec une grande bienvenue pour cette conférence. Je remercie le gouvernement allemand de recevoir cette conférence et de l'aider. Et je suis véritablement heureuse de parler pendant 2 jours que de questions de police, parce que c'est assez extraordinaire. C'est une occasion unique de réunir autant de responsables dans une même salle, autant d'experts, et de pouvoir profiter de vos idées, de vos suggestions, de vos recommandations pour le travail de police au XXIe siècle. Tous dans cette salle, nous partageons, je crois, un intérêt pour le travail de police en général et le travail de police internationale en particulier, mais nous sommes aussi tous très engagés, donc il faut que cet engagement se manifeste. Voilà pourquoi nous ferons tous pour le nécessaire pour que personne ne s'endorme, et nous demandons à chacun aussi de participer activement pour faire avancer ce travail de la police internationale et de l'ONU. Donc nous allons d'abord discuter de l'évolution des missions de maintien de la paix des Nations Unies les dernières 10 à 20 années. Nous allons parler des évolutions, des nouveaux défis et des nouvelles opportunités fournies par le nouvel environnement. Nous allons nous demander pourquoi pourquoi c'est important justement qu'il y ait du travail international de police et quelle est la différence que cela peut faire dans notre société, dans nos services de police. Et puis, nous avons 2 grandes interventions, 2 éminents orateurs qui ont consacré la majorité de leur travail actif, de leur vie au maintien de la paix, au travail de police et au travail de police internationale. Donc, je vais d'abord donner la parole au Dr Bill Dutch, qui est le directeur du programme Stimson's Future des opérations de paix. Il est responsable de la paix et du désarmement. Il a été directeur de projet pour le panel des Nations Unies Opération de paix de 2011, que nous appelons évidemment, ce rapport que nous appelons plutôt rapport Brahimi. Le Dr Birch contribue à 2 projets pour améliorer l'efficacité du maintien de la paix au quartier général et sur le terrain. Il donne des cours dans les organisations internationales, à l'école sur les études internationales avancées de l'université de Johns Hopkins, de l'université de Georgetown et à l'université de George Washington, école des affaires internationales. Dr Dutch, c'est vous qui avez la parole. Est-ce que quelqu'un voit mon PowerPoint? Moi, je ne le vois pas. Yes. Petit problème technique, je vous demande une seconde de patience. Which one is it? The one policing? Yeah. That's one. Which one? Presentation? Presentation.
Open that out. This one? Open this out. I want to see Oh, it. okay. I want to see Oh, it. okay. Here. This one? Yeah. Excellent. This one? Yeah. Good. All right. Well, you can see why appropriate. Vous voyez pourquoi c'est important d'avoir la technologie pour les opérations de maintien de la paix. La bonne technologie, bien sûr. Merci beaucoup, Madame la secrétaire générale Horler, Monsieur le secrétaire général et le sous-secrétaire général, Monsieur le commissaire Horner, Monsieur le commissaire Feller. Mesdames, Messieurs, Votre Excellence, c'est vraiment un grand honneur d'être appelé à parler devant un panel aussi éminent avec beaucoup d'expérience en matière de maintien de la paix. Mon rôle est de vous donner un peu une idée de l'évolution du maintien de la paix dans le XXIe siècle et de se baser sur le rapport Stimson préparé par Stimson. Donc. Got it. Okay, fine. In the 21st century. All right. Le 21e siècle, en fait, pour les Nations Unies, a déjà commencé en 1999. En juin, on a commencé avec la mission au Kosovo, établie par la résolution, par des différentes résolutions que vous voyez ici à l'écran, et c'était véritablement le démarrage de ce développement, parce qu'on est passé de 2000 à 6000 presque du jour au lendemain. Et les forces ont augmenté au quartier général également de 50%. Ça avait triplé donc sur le terrain. On est arrivé à 6 000, on est passé à 11 au quartier général et ces forces de police devaient en même temps se développer elles-mêmes et développer les forces de police locales. Donc, et après, nous avons M. Richardman qui est avec nous. On a demandé un changement de doctrine. C'est le rapport Brahimi d'août 2000 qui demandait l'intégration des forces de police dans les équipes générales de l'État de droit. En 2007, le DOMP a donc commencé l'intégration avec la création du bureau de l'État de droit et des institutions de sécurité OROLSI. Et le mois dernier, on a créé le point central mondial pour la police, la justice et la correction au quartier général de l'ONU, qui réunit du personnel des programmes de développement de l'ONU et du DOMP. Donc, avant de parler des résultats de notre rapport, de nos travaux, je voudrais dire 2 mots sur certains chiffres. En effet, après ce démarrage véritablement en force entre 1999 à 2012, on a encore doublé les effectifs et entre 2007 et de nombreux cours pour les spécialistes ont été créés au DOMP. En 2012, c'est devenu compté parmi les forces de la division de police et l'Assemblée générale a décidé également d'engager 27 personnels pour le capacité permanente. Tout ceci sur la base d'une recommandation du panel du secrétaire général sur les changements des menaces de 2004 et du sommet de 2005. Et en 2007, on a donc décidé de lancer une nouvelle opération de police au Tchad et en République centrafricaine.
Immédiatement, le SPC a commencé à envoyer des équipes de conseil dans les missions déjà existantes. Et on continue à le faire et je crois que les effets en sont très, très bénéfiques. Le SPC est allé à Brindisi en 2010 et a augmenté ses effectifs à 41 personnes. Cette diapo suivante vous montre les nombres déployés en janvier 2012 cumulés depuis 1999. Donc 2000 de plus sont autorisés et déployés vous voyez ici le graphique et le nombre de FPU, c'est le segment inférieur de ce diagramme, a augmenté constamment depuis qu'il y a de plus en plus d'opérations des Nations Unies complexes. Donc les FPU, cela représente 41% des déploiements, en tout cas c'était le chiffre au mois de janvier cette année. C'était véritablement la majorité des déploiements depuis 2011. Sous cette forme. Alors, vous voyez une autre ligne qui est en bas et qui montre le nombre de supports au quartier général. Donc, malgré le développement des forces de police ces dernières 12 années, on ne voit pas d'évolution véritablement au niveau du quartier général. Et c'est véritablement un demi% du nombre total des personnes déployées sur le terrain. Donc, et la division doit se charger de la logistique et du support et aussi de toutes les questions spéciales et les aspects de police. C'est donc cette petite ligne bleue très fine qui fait tout le support pour toutes ces opérations de police. Donc ça, c'est un des résultats de l'étude de Simpson. Et on essaie de comprendre avec ce rapport quel est l'impact sur le terrain de travail de la police onusienne. Donc, les personnels dans MINUSC, UNMIL, etc., dans toutes ces missions. Et nous avons mené des interviews dans toutes ces missions et nous avons constaté que l'impact était important. La terminologie et l'évaluation de l'impact est peut-être un petit peu difficile à comprendre, mais c'est très important, car il y a une hiérarchie d'inputs qui est utilisée dans ces différentes missions, et nous utilisons la terminologie suivante. C'est celle qui est utilisée par les Nations Unies, la Banque mondiale et l'OCDE, et ils font la différence entre l'impact à long terme et à court terme. Pour nous, l'impact à court terme, c'est le résultat d'un travail de mission que l'on peut déjà observer pendant que la mission est encore en cours. Comme la plupart des missions que nous observons sont encore en cours et en déploiement, pour la plupart, on a des impacts qui sont tous à court terme. Tous les impacts qu'on a observés sont à court terme. Donc ça, c'est un diagramme qui ne fait pas partie de l'étude, mais qui explique les différentes notions et surtout l'environnement typique que rencontrent les forces de police au moment de leur déploiement sur le terrain et le changement de l'environnement quand ils repartiront. Enfin, ce qu'on espère obtenir à la fin de la mission. Donc ici, vous voyez que plus le symbole est grand en taille, plus le problème est grave. Lorsqu'il y a un chevauchement de ces symboles, ça veut dire qu'il y a une domination d'un certain domaine, d'un problème sur les autres. Donc, vous voyez par exemple que le crime représente un impact ou un facteur très important. C'est qui a de l'influence à la fois sur les droits de l'homme, sur la gouvernance et sur la sécurité publique. Cela diminue la sécurité publique, cela empêche la bonne gouvernance et a un impact évidemment très négatif sur les droits de l'homme. Les communautés locales, le gouvernement central sont évidemment touchés par tous ces facteurs. Alors, les attentes sont trop importantes. On attend trop des maintiens de la paix et des missions de police. Donc, il faut bien savoir que l'on ne peut pas atteindre la perfection dans ces domaines. On peut attendre l'amélioration. Évidemment, on vise la réduction de la violence politique et du crime, mais pour augmenter la sécurité publique, il faut
surtout accorder son attention aux problèmes les plus importants, c'est surtout donc de se concentrer sur le respect des droits de l'homme. Pour réussir cela, il faut évidemment réduire la violence, réduire le crime, une meilleure gouvernance, la meilleure gouvernance évidemment permettant le progrès économique, ceci permettant d'avoir plus de revenus pour le gouvernement qui à son tour pourra mettre plus de moyens pour le travail de police et qui à son tour de nouveau pourra améliorer le reste de la situation et c'est donc un cercle vertueux, un cycle vertueux. Il y a des facteurs qui ne peuvent pas être contrôlés. Les mandats ont évidemment des aspirations très générales, mais on se retrouve dans un environnement d'opération qui est déterminé par la politique de l'État membre, l'économie politique, le style politique du leadership, la taille, le terrain, le climat ont parfois une répercussion importante, rendent la mission plus difficile. Il est parfois difficile de travailler avec les partenaires locaux. On peut leur donner évidemment des conseils, on peut leur proposer de la formation et de l'aide. Il y a donc aussi des problèmes au niveau de la communication et de la gestion des renseignements et des informations parce qu'il n'y a pas suffisamment de remontée d'informations, les structures n'existant pas ou n'étant pas assez développées. Les autres conditions extérieures qui ont un impact ou qui déterminent l'impact, ce sont des facteurs déterminants donc, comme le leadership. Souvent, les officiers de police qui sont chargés de ces réformes sont parfois expérimentés, mais n'ont pas toujours les qualités de leader nécessaires. Et le problème du recrutement est également un grave problème parce que les États préfèrent envoyer des forces de police qui seront remboursées dans le cadre des FPU plutôt que de faire des détachements. Et très souvent, on craint que la capacité de faire une tâche, c'est la même capacité que si on forme les autres à faire cette tâche. Donc, il faudrait véritablement avoir un facteur de 1 à 1 et que c'est la même chose que de réaliser la tâche. Mais il faut réaliser qu'on s'attend à ce que les capacités seront donc passées du formateur ou de l'encadrement à celui qui reçoit cet encadrement ou ces conseils directement et qu'on obtiendra un genre d'efficacité et de rendement de 100%. Mais cela n'est pas le cas. Il y a des pertes de ces informations. D'abord, il y a le problème de la barrière linguistique. On aura besoin d'interprètes et on aura également un impact sur la façon dont on pourra réagir aux crises lorsqu'il y a des troubles ou, par exemple, des difficultés pour contrôler les mouvements de foule. Avec les difficultés de langue, il est nécessaire de créer d'abord un climat de confiance et de respect pour avoir de bons rapports dans la durée. Souvent, on est plusieurs à faire la même tâche. C'est vraiment un travail de Sisyphe. Le prédécesseur a fait le même travail, mais on a un changement de personnel et il y a une rotation trop rapide et les gens du pays savent que ce type de l'ONU ne va pas rester longtemps sur le terrain, qu'il y aura un nouveau et le passage du prédécesseur au successeur ne se fait pas toujours aussi facilement. Et puis il y a un problème fondamental car il faut convaincre les responsables locaux qu'un bon système de justice pénale est la condition nécessaire et la condition sine qua non pour un système de sécurité qui fonctionne. Quand on évalue les différentes composantes, nous avons utilisé une matrice qui est celle de l'OCDE, permettant d'évaluer le développement individuel et le développement institutionnel, maintien ou création de capacités et développement de l'intégrité. Nous avons donc différentes
type de réaction dans ces matrices aux différentes... donc ça est marqué par des couleurs. Donc vous avez en vert un impact à court terme positif dans presque toutes les conditions, en jaune si les conditions sont favorables et en rouge ou en rose si les conditions, quelles que soient les conditions, l'impact est minimum. Voilà donc le code de couleur qu'il faut avoir en tête quand vous suivrez les diapositives suivantes. Donc, pour le développement individuel, on a du succès en matière d'intégrité pour les cours quand ils durent au moins 1 an, avec des cours théoriques et des cours sur le terrain, sur tous les différents domaines, pour les formations de capacité qui n'ont pas pour l'intégrité, ce qui a donc beaucoup d'impact, c'est le respect des droits de l'homme et les normes dans les conditions de routine, ce qui a moins de succès du matière de l'intégrité, c'est l'adhérence et le respect en temps de crise. En matière de capacité, vous voyez que ce sont les opérations de base, à condition que la formation ait duré 1 an. Du côté institutionnel, vous voyez que pour l'intégrité, il y a peu d'informations qui circulent. La circulation de l'information n'est pas optimale. La résistance à la corruption, par exemple, est très difficile à faire accepter au niveau individuel et même au niveau des institutions. Une transparence de politique a peut-être été obtenue dans des conditions les plus favorables avec certaines réformes, mais cela prend plusieurs années d'efforts avant d'arriver à un tel résultat. Du côté opérationnel, dans les opérations de police et le support aux polices locales, on peut améliorer la sécurité par la présence simple et par la planification et par des exercices de conseil. Et cela a été donc déjà constaté en 2006-2007 où l'on a vu que les missions peuvent aider la police locale pour lutter contre la criminalité ou pour mettre sur pied des plans de sécurité sur plusieurs années. Malheureusement, ces polices locales ne sont mal formées, n'ont pas assez d'équipement, il y a les problèmes de langue dont je parlais tout à l'heure, et les problèmes de budget. Les officiers de correction doivent tout simplement s'occuper de problèmes d'eau ou de manque de nourriture dans les terrains où ils sont déployés. Pour cela, ils ont besoin évidemment de certaines conditions de base et certains conseils de base et pas des conditions ou des formations sophistiquées. Donc, vous savez que 70 et 90% des prisonniers qui sont détenus de manière illégale sont... donc, il est très important de faire un travail dans le domaine de la surpopulation des prisons et de l'établissement de juridictions. Ce qui marche assez bien, c'est les solutions tactiques pour répondre à des pénuries critiques. Ce qui marche moins bien, c'est évidemment le développement de l'infrastructure. Si les conditions sont véritablement idéales, l'aide pour créer des tribunaux sur place dans les prisons peut être aussi une solution ou des solutions stratégiques pour lutter contre la surpopulation carcérale. Donc, même lorsqu'on a des lignes directrices, on a des problèmes dans la cohérence de l'approche, de la formation. Cela est très nécessaire dans un programme de développement de police multinationale. Il y a quelque chose qui est une innovation depuis 2-3 ans, c'est tout ce qui a trait à l'intégration des civils. Il y a plusieurs options. L'option d'augmenter les effectifs ou d'augmenter la capacité institutionnelle de l'État hôte.
les missions rencontrent des difficultés parce que les institutions de juridiction ne sont pas développées. On a plutôt des justices communautaires que des systèmes de justice véritablement bien établis. Mais on commence à s'attaquer à ces problèmes. On travaille avec ce qu'on trouve sur le terrain, mais souvent, ces systèmes judiciaires sur le terrain ont tendance à faire de la discrimination entre les femmes ou contre d'autres groupes. Mais on peut avoir justement aussi un problème à un niveau de la hiérarchie de la justice assez élevé si le désir de coopération n'est pas toujours là. Et la dernière priorité pour tout le monde, c'est en général les prisons. Personne ne pense aux prisons, donc on a deux choix. On doit construire de nouvelles prisons, on doit au contraire essayer de faire relâcher tous ceux qui sont détenus de manière illégale. Est-ce que la réduction de la détention illégale est une mission impossible? Il faut évaluer cela pays par pays, car il n'y a pas de règle générale, et c'est seulement l'action locale qui permettra d'obtenir de meilleurs résultats. Une approche générale devra être révisée, sans doute. Il y a une approche pour alors qu'on n'a pas assez ni de temps, ni d'argent, ni de moyens, c'est de se concentrer sur les normes qui sont véritablement les normes des organisations internationales et ensuite demander aux représentants locaux de faire avec. Voilà. Donc, cela leur demandera évidemment de changer, de se développer pour s'adapter à ces normes et cela leur donne l'initiative et cela met l'initiative là où de toute façon elle restera, c'est-à-dire ceux qui plus tard seront aussi responsables. Merci. Merci au Dr. Dutch, surtout pour ce que vous nous avez présenté avec votre document au début. Pour ce qui concerne donc les forces de police, l'avenir et la situation actuelle, eh bien, pour ce qui concerne les Nations Unies et la police en particulier, nous aimons bien utiliser les acronymes. Donc, si on utilise des acronymes ici que vous ne connaissez pas, eh bien, levez la main, faites signe et on pourra expliciter de quoi il s'agit. L'orateur suivant, Monsieur Dimitri Titov, secrétaire général adjoint pour le Bureau de l'État des droits et des institutions chargées de la sécurité, donc OROLSI en abrégé, département des opérations de maintien de la paix. Il est aux Nations Unies, Monsieur Titov, depuis 1991. Il connaît vraiment toute une situation dans les missions en Angola, au Mozambique. Ensuite, il est passé donc à la tête de cette division pour les opérations de maintien de la paix et il a lancé de nouvelles opérations dans différentes régions. En 2007, M. Dimitri Titov a été nommé secrétaire général adjoint pour OROLSI dans ce nouveau bâtiment. Dans son nouveau bureau, qui s'appelle justement OROLSI. Et il va nous présenter quelles sont les possibilités pour établir la justice et renforcer la sécurité dans les différents pays. Monsieur Titov, vous avez la parole. Merci, Anne-Marie. Merci, Monsieur le secrétaire général. Merci à Madame Hack. Mesdames et messieurs, merci. Mes chers amis, beaucoup d'entre vous sont des amis de longue date. Au nom donc de l'OROLSI et du département des opérations de maintien de la paix, DOMP, je félicite le gouvernement allemand d'avoir organisé donc cette manifestation. Mais il faut quand même bien se souvenir qu'au moment où nous faisons cette conférence, nous devons également surtout féliciter des hommes et des femmes en uniforme de police qui sont au service de la cause de la paix à l'échelon global et nous sommes vraiment très reconnaissants de leur dévouement et du sacrifice qu'ils font. Et c'est un grand plaisir de partager cette tribune avec le Dr Bill Dutch, qui est un ami de longue date également et
et j'ai beaucoup écouté avec la plus grande attention ce qu'il a dit, car de nombreuses suggestions ont une retombée stratégique très, très importante. Et en même temps, le professeur Dutch est critique, mais parfois la situation n'est quand même pas aussi mauvaise qu'il le dit. Et je le remercie en tout cas d'être présent ici, car en fait, les forces des Nations Unies sont vraiment dans les forces de police les plus importantes à travers le monde. Ce sont plus de 13 500 officiers de police qui sont déployés à travers le monde. Et ces officiers de police viennent de plus de 90 pays et ils sont placés dans 19 opérations des Nations Unies. Et en fait, il s'agit de l'apogée historique de ce chiffre des polices déployées, mais pourtant la complexité de leurs tâches n'a pas encore atteint leur apogée. Et en fait, c'est une excellente occasion maintenant de discuter justement de ce travail et de se projeter dans l'avenir ensemble pour veiller à ce que les hommes et les femmes qui sont envoyés, ces hommes et ces femmes en uniforme qui sont envoyés aux forces de police des Nations Unies, soient bien préparés de manière à vraiment maximiser leur efficacité pour le maintien de la paix internationale et pour défendre la Charte des Nations Unies. Nous sommes rassemblés ici à Berlin et nous devons voir quelles sont les aptitudes à obtenir pour faire face justement à ces défis croissants au XXIe siècle. Le mois dernier, à New York, on a réaffirmé justement l'état de droit qui doit être partout à travers le monde. Et on a organisé donc une réunion de haut niveau à l'Assemblée générale pour ce qui concerne l'état de droit. Et le secrétaire général Ban Ki-moon a indiqué qu'il était indispensable de renforcer l'état des droits, que ça consolidait les 3 piliers des Nations Unies, à savoir la paix, le développement et les droits de l'homme. La justice, en fait, ce n'est pas une notion abstraite. C'est le fait d'avoir un bulletin de vote, c'est d'avoir un contrat avec un gouvernement, c'est d'avoir des policiers qui portent un badge, qui inspirent la confiance dans la population, etc. C'est une citation de Ban Ki-moon. En d'autres termes, donc, dans l'état de droit, la police constitue et sur le devant de la scène. Ils sont vraiment particulièrement visibles et particulièrement exposés par rapport donc à des situations difficiles. Ils sont en fait les gardes pour la justice. C'est à eux de préserver l'ordre, la sécurité publique. C'est à eux de les protéger. Lorsque la police est déployée par les Nations Unies, normalement, on se retrouve dans un environnement où le droit et l'ordre se sont effondrés et où sont détériorés très gravement, où finalement la sécurité et les droits de l'homme sont menacés, où la police nationale souvent se trouve même elle-même impliquée dans le conflit d'une manière ou d'une autre, et où les infrastructures policières, que ce soit du point de vue physique ou institutionnel, sont pratiquement détroyées, et où la morale de la police en plus est vraiment au plus bas. Mais là, vous connaissez donc vous-même ces situations et pourtant vous y retournez sans cesse, que ce soit le Sierra Leone, que ce soit au Salvador, par exemple, et à l'heure actuelle encore Libéria, Libye, par exemple. Et je viens de me rendre en Côte d'Ivoire, par exemple, et j'ai vu vraiment tout ce qui a été fait, par exemple, par la police des Nations Unies en Afrique. Donc, on peut être fier de cela. Mais nous savons donc que lorsque les forces de police échouent elles-mêmes, eh bien, vous avez à ce moment-là des problèmes, vous avez le crime organisé. Et donc, vous avez affaire à des appréhensions, à des angoisses dans la population. Et dans un stade très précoce, vous devez donc répondre aux besoins, créer la sécurité, un sens de la sécurité et essayer de jeter les fondements pour mettre en place des institutions et pouvoir les développements. C'est très important. Et il faut également veiller à ce que la police nationale soit plus professionnelle et il faut regagner la confiance du public. Ça veut dire qu'il faut mettre en place une culture du service, une interaction avec les communautés, la participation des citoyens, de manière à renforcer toutes les institutions de l'état de droit.
Et pour que ce ne soit pas vraiment donc simplement un élément abstrait, mais que ça a vraiment un sens profond avec la transparence, avec le développement démocratique, avec les responsabilités. Donc, mettre en place toutes ces institutions, cette formation, ceci doit s'accompagner de l'amélioration de la justice et des tribunaux. Il faut que le public voit que les criminels seront punis, qu'ils ne vont pas retourner dans les rues et que les droits de l'homme vont être respectés. Et on doit également croire que les gens ne soient pas arrêtés d'un autre côté de manière arbitraire pour une raison ou pour une autre, et qu'il y ait vraiment des procès justes. Vous-même, vous venez de plus de 90 pays. Vous allez avoir différentes approches, différents contextes que vous connaissez, puisqu'il y a toute une multitude de nations qui participent pour les opérations de maintien de la paix, différentes divisions de police. Et il faut mettre en place à ce moment-là un cadre stratégique important pour ce qui concerne le maintien de la paix par la police internationale. J'espère que nous serons en mesure de discuter de ce projet très important ici. En fait, par le passé, donc, les officiers de police se retrouvaient projetés n'importe où, que ce soit donc à lutter contre des génocides ou bien donc parfois il suffisait simplement de faire du suivi et des rapports. Mais à l'heure actuelle, nous avons une base législative et opérationnelle beaucoup plus importante et les aptitudes des officiers de police doivent être multiples. Nous avons mis en place, bien sûr, des forces pour entraîner des formateurs pour la police avec les homologues nationaux. Et à notre département des opérations de maintien de la paix, nous avons également une planification pour faire face justement aux opérations à l'avenir. Un autre exemple, pour lutter par exemple contre le crime sexuel et sexiste dans l'environnement post-conflictuel, la division de police des Nations Unies a organisé différents cours régionaux pour entraîner les formateurs, même former les formateurs. Il y a 25 États qui ensuite ont organisé leurs propres cours dans ce secteur. Ça a permis de créer un pool, un ensemble de quelques 6 000 enquêteurs et conseillers qui sont prêts à se déployer sur le terrain. Avec une section spéciale, une division pour la sélection et le recrutement. Nous en faisons de plus en plus pour arriver à mieux recruter. Nous avons également donc à voir quels sont les postes vacants spécialisés et voir quelles sont les aptitudes dont on a besoin pour chaque mission, détecter ces aptitudes. C'est la raison pour laquelle nous vous demandons, nous faisons appel aux États membres, à vous-même, et nous vous demandons donc de nous fournir des experts bien entraînés qui aient les aptitudes spécialisées dont on a besoin pour chaque environnement dans chaque pays. Ce soit des experts pour l'ordre public, la gestion de l'ordre public, le renseignement criminel ou bien les questions administratives, les experts pour le crime organisé. Madame Horler va en parler encore en détail. Et pour pouvoir faciliter l'acquisition de telles aptitudes, nous voulons également explorer avec vous de nouveaux modèles de déploiement. Nous aurions besoin d'avoir, par exemple, des équipes spécialisées, des équipes d'experts. Ces équipes pourraient être préparées à l'avance de manière à avoir un impact très fort sur le terrain ensuite. Et pour cela, je crois que le professeur Dodge en a parlé, on peut suivre l'exemple de la Norvège, du Canada, des États-Unis, qui fournissent des études d'experts, par exemple pour travailler avec la police nationale en Haïti. Le projet norvégien a déjà généré plus de 30 nouveaux instructeurs et plus de 250 enquêteurs spéciaux pour les forces de police haïtiennes. Les Nations Unies donc espèrent que vous pourrez ainsi mettre en place des équipes nationales ou régionales d'experts pour seconder les équipes des Nations Unies. Ceci est particulièrement important pour pouvoir augmenter notre contribution, améliorer notre contribution dans la région du Sahel, en Somalie, en Libye et au Proche-Orient. Et nous avons besoin d'avoir en plus, en outre, tout un système global de
formation et nous avons besoin d'avoir les situations opérationnelles qui se reflètent sans cesse dans le DOMP pour pouvoir tirer des enseignements de ce qui a déjà été fait en matière de maintien de la paix. Toute notre organisation, en fait, doit être remise à jour sans cesse et déboucher sur de nouveaux moyens, de nouvelles méthodes. En fait, il faut se moderniser en un mot. Il y a déjà de nombreux centres de formation, il faut les mettre en réseau, donc il faut que tous puissent coopérer. Et c'est la raison pour laquelle nous avions cette proposition de créer un groupe d'amis. On pourra donc y revenir. Mesdames et messieurs, donc à l'heure actuelle, nous faisons face à tout un ensemble de défis très complexes, la corruption, le crime organisé, le cyberterrorisme, le trafic de drogue, d'armes, la traite d'êtres humains et une violence intolérable et des idéologies extrémistes. Il faut y faire face grâce à des experts qui puissent apporter des réponses stratégiques et efficaces. En Afrique occidentale, nous essayons une nouvelle approche pour lutter contre le trafic de drogue et le crime organisé. Ça a été lancé donc par la DOMP et par l'initiative de la Côte d'Afrique occidentale, en coopération avec la Communauté économique d'Afrique occidentale, les organisations internationales et les différentes entités des Nations unies. Et en fait, il s'agit donc de viser 4 pays, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, Libéria et Sierra Leone. En Sierra Leone, on a déjà le système qui fonctionne, qui est bien équipé, et nous avons donc une transition des unités de lutte contre le crime organisé. En Libéria, on est en train de mettre en place les unités correspondantes et en Guinée-Bissau, donc le pays a formé ses propres forces intérimaires. Cette initiative, donc pour la côte d'Afrique de l'Ouest, permet donc de cibler particulièrement les pays d'une région. Et j'ai eu l'occasion déjà donc de discuter avec des représentants des gouvernements nationaux, d'Interpol, de l'Office des Nations Unies pour la lutte contre le crime et la drogue. Et nous devons également encourager ici les bailleurs de fonds pour améliorer, pour qu'ils augmentent leurs contributions, pour vraiment pouvoir lutter sur ce front qui est très très important. Je peux également dire que notre département de police des Nations Unies lance des discussions initiales pour pouvoir faire la même chose sur la côte est de l'Afrique. Alors, un autre thème, mesdames et messieurs, en fait, nous voyons que les forces de maintien de la paix des Nations Unies ont des avantages vraiment uniques en leur genre. Il s'agit de pouvoir se développer rapidement sur les endroits où il y a des hostilités. Nous avons de plus en plus d'expertise, nous l'avons montré. Nous pouvons agir de manière très rapide. Nous l'avons vu, par exemple, à Damas. Et nous avons de plus en plus d'expertise, à la fois au niveau de la doctrine, à la fois au niveau de la formation, et nous pouvons donc nous engager auprès des gouvernements, par exemple, de manière... Nous avons vraiment une légitimité par le biais du Conseil de sécurité de l'Assemblée générale des Nations unies, et nous en avons les mandats. Cependant, les opérations de maintien de la paix ne peuvent pas rester sur place pendant des décennies entières. Nous avons besoin de mettre en place donc vraiment un État de droit national très fort avec les institutions correspondantes. Et pour le faire, nous avons besoin donc de maîtrise nationale et de partenariat pour y parvenir. Et ça, c'est très important au sein de la famille des Nations Unies elle-même. Nous avons donc notre département des opérations de maintien de la paix et le PNUD qui, ensemble, donc, mettent au point ce que l'on appelle dans le point focal global pour la police, la justice, et pour traiter les situations post-conflictuelles et autres crises. Et on y reviendra également donc par la suite
pour parler justement de ce qui concerne ce qu'on appelle ce point focal global. Bon, il y a également la nécessité d'avoir des réponses bien coordonnées. Nous avons besoin d'avoir toutes les connaissances dans les différents secteurs dont j'ai parlé, la justice, etc. Et je suis très heureux qu'aujourd'hui, nous ayons à la fois des représentants de l'Union africaine et de l'Union européenne aussi. Ce sont des partenaires très, très importants. La question des partenariats avec les forces de maintien de la paix des Nations unies. Et j'espère que cette conférence nous permettra de déboucher sur encore davantage de partenariats avec des acteurs régionaux. Il faut également vraiment féliciter nos amis de l'Union africaine sur le travail excellent qui a été fourni au Darfour et en Somalie. Il y a eu donc les Nations unies qui ont apporté leur soutien pour les déploiements correspondants, pour la menée des opérations, et nous continuons à coopérer de manière très étroite avec les partenaires africains pour planifier et mener des missions, par exemple en Somalie et la MINUAD aussi. Et il y a toujours une interaction ici avec les forces de police et avec nos collègues de l'Union européenne et de l'OTAN. Mesdames et messieurs, nous avons une contribution très importante apportée, par exemple, par le Bangladesh, Jordan, l'Inde, le Népal, Sénégal, Pakistan et Nigeria, pour ne citer que certains noms parmi eux. Nous savons donc leur contribution et elle est bien documentée. Nous savons également que notre pays hôte, ici l'Allemagne, a d'excellents spécialistes pour lutter contre le crime organisé. Nous savons que la France est leader en matière de gestion de l'ordre public, que le Royaume-Uni a des experts vraiment de pointe pour lutter contre le terrorisme. Chaque force de police en Europe est vraiment un critère de qualité pour ce qui concerne la classification des forces de police. C'est toujours à la pointe. Et cependant, nous avons seulement quelques 5% des officiers de police de l'Union des Nations unies qui viennent de pays de l'Union européenne. Et nous n'avons pas tellement d'experts de police venant d'autres pays du continent nord. C'est la raison pour laquelle je lance un appel aux gouvernements qui ont donc des officiers de police ayant des aptitudes, des compétences très développées. Je lance un appel. Leur participation à la police des Nations unies est vraiment fondamentale. Cette contribution, d'ailleurs, donne une valeur ajoutée non seulement aux Nations unies, mais aussi à la sécurité dans votre propre pays, car il s'agit vraiment d'une mission globale. Par ailleurs, donc, en ayant participé aux opérations des Nations unies, vos officiers de police auront bénéficié d'une expérience unique en la matière et pourront en profiter aussi donc à l'échelon national. C'est une expérience interculturelle également. Mes chers amis, nous voyons comment renforcer nos polices. Et pour ce faire, nous avons vraiment besoin au XXIe siècle d'une vision et d'une politique à long terme. Nous avons besoin de structures pour soutenir donc les Nations unies du point de vue politique. Et c'est la raison pour laquelle je réitère encore cette idée des amis de la police des Nations unies. Je pense que nous pourrons à ce moment-là donc partager de manière stratégique et ouverte toutes nos aspirations et nous aurons ainsi les capacités adéquates pour faire face aux nouveaux défis. Comme le disait l'ancien chancelier allemand Willy Brandt, qui avait d'ailleurs une relation très spécifique avec Berlin, il avait dit un jour, la meilleure manière de prédire l'avenir, c'est de le créer soi-même. Eh bien, c'est là notre mission. Je vous remercie. Merci. Alors, bien que les organisateurs soient allemands, nous ne sommes quand même pas tout à fait à l'heure, malgré leur réputation de très bons organisateurs. Donc, nous réservons donc la session de questions-réponses à M. Deutsch et à M. Titov plus tard.